Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec quelques minutes de retard que vous voudrez bien excuser, nous allons commencer donc notre émission du dimanche qui est en direct sur Radio Fréquence Atlantique 88.3, 93.6, 105.9 que vous pouvez suivre sur internet rfaradio.fr, mais surtout que nous voyons en direct sur Facebook donc depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc, nous allons aborder 3 points principaux dans cette émission. L'analyse de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, le pseudo-référendum d'autodétermination. Nous allons parler des catastrophes climatiques en Europe et nous allons retourner sur la manipulation liée au Covid-19. Ensuite, nous donnerons quelques nouvelles en bref sur l'actualité internationale. Donc, si nous sommes prêts, nous écoutons notre jingle. Non? Bon, eh bien, on va y aller directement alors. On va y aller directement. Par contre, je crois qu'il faut augmenter le retour pour que ça passe bien Facebook, non? On peut aller comme ça. Voilà. Alors, bonjour donc à tous et à toutes. Un référendum, c'était le deuxième du genre, et s'est déroulé en Kanaki ce dimanche, prétendument pour permettre au peuple kanak d'exercer son droit à l'autodétermination. Le gouvernement français, le pouvoir colonial français veut se donner bonne figure en faisant croire à l'opinion publique qu'il tient compte de la volonté du peuple kanak dans son désir d'émancipation. Et pour cette deuxième édition du référendum, le non l'emporte, une fois de plus. Macron a tout lieu de se réjouir, de dire voilà, donc les gens veulent que leur pays reste dans le cadre de la République française. En réalité, c'est une vaste escroquerie politique qui s'est déroulée là et qui n'arrête pas la lutte du peuple kanak. Disons-le tout net, que la majorité du peuple kanak, des habitants légitimes, cela est prouvé, vérifiable, quantifiable par notamment les résultats dans les différentes provinces et les différents bureaux de vote, cette écrasante majorité veut de l'indépendance. Et la fausse consultation réside dans le fait que le pouvoir colonial français, depuis que les mouvements indépendantistes ont commencé à prendre de la puissance, a développé une stratégie pour l'éradiquer et pour conserver sa présence sur le territoire. Alors, on se rappelle de la fameuse directive de Mesmer, ancien Premier ministre, qui disait que pour contrer la poussée indépendantiste, il fallait à tout prix favoriser l'arrivée massive de ressortissants français. Cela a été fait et effectivement, le peuple kanak est devenu minoritaire sur son territoire. C'était la première grande offensive. Mais malgré ça, la lutte a continué et cela a conduit à des affrontements avec le pouvoir colonial français durement réprimé, avec des assassinats. On se rappelle que de la grotte d'Ouvéa, des manifestants pacifiques qui détenaient en otage, mais qui ne faisaient preuve d'aucune violence et qui jouaient même aux cartes avec les otages, ont été assassinés lâchement, dont l'un sur une civière dont je vais parler tout à l'heure, Alphonse Diallo. On se rappelle de cela. Mais, précédemment, on avait déjà tué Éloi Machoro. À partir de ce moment-là, le gouvernement français s'est assuré de renforcer la domination économique et de discréditer politiquement tous ceux qui se battaient pour l'émancipation de leur peuple. Alors, c'est pour cela que quand les dirigeants du FLNKS, Front National pour la Libération du Peuple Kanak, ont négocié des accords de Matignon, ils étaient en position difficile et ils ont été contraints d'accepter un certain nombre
contrainte, contrainte d'accepter un certain nombre de pièges qu'ils ne pouvaient pas éviter. Et notamment, ces référendums d'autodétermination qui étaient prévus ont longtemps buté sur la question de l'électorat. Qui va pouvoir voter pour décider si la Nouvelle-Calédonie doit accéder à l'indépendance ou pas? Normalement, ce sont les occupants légitimes, ce sont les gens qui ont des centres d'intérêt profonds, mais les dirigeants caldoches qui sont là depuis après la Commune de Paris, et évidemment, ils sont membres du territoire, mais tous ces Français qui sont arrivés, qui sont à la tête d'entreprises, qui sont dans toutes sortes de réseaux économiques, ne devraient normalement pas être consultés sur l'avenir du peuple kanak. Et je disais que les discussions étaient très vives sur l'électorat. Le gouvernement français est arrivé à imposer le fait que tous ceux qui étaient là jusqu'au 31 décembre 1994 aient le droit de voter. Déjà, c'est truqué parce qu'on a fait venir des gens en masse. Mais c'est illégal du point de vue moral. Je rappelle aux gens qui disent que c'est normal de tenir compte de ces gens qui viennent d'arriver, que des immigrés vivant en France depuis 30-40 ans n'ont pas le droit de vote. Et que la classe politique française considère que ce serait une atteinte aux droits républicains. N'empêche que le gouvernement français est parvenu à imposer cela dans le cadre des accords. Mais une fois que cet électorat est déjà truqué, on aurait pu croire que, bon, on fait avec. Mais lors du précédent référendum qui a eu lieu en 2018, si mes souvenirs sont exacts, ce qui s'est passé, c'est que les chiffres ont déjoué les pronostics. Les partisans de l'indépendance sont arrivés à avoir 43% des voix. Et évidemment, malgré la présence des Français sur le territoire. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement français a commencé à renforcer des manœuvres pour ne pas perdre ce deuxième référendum. De fait, des organisations ont dénoncé d'énormes difficultés qui étaient faites aux Kanaks des tribus pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. On n'a pas parlé ici des pro-français qui ont essayé d'empêcher la tenue de meetings des indépendantistes. On n'a pas parlé de ça, mais c'est une réalité. Ce qui fait que les conditions n'étaient pas réunies. On n'a pas parlé non plus des injustices dans l'organisation même du scrutin. Vous savez que la loi interdit fondamentalement d'utiliser le bleu, blanc, rouge dans une campagne électorale. Les partisans du rattachement à la France ont brandi le drapeau bleu, blanc, rouge et on a fait une modification pour les autoriser à le faire. Je rappelle, pour la petite histoire, que lors des élections de la CTM, la juge française qui coordonnait la commission électorale a voulu empêcher la participation, la publication des documents de propagande de nos peuples-là, sous prétexte qu'il y avait du bleu, blanc, rouge dans l'affiche. Il n'y avait pas de drapeau de symbole bleu, blanc, rouge. La robe d'une candidate était rouge, la chemise de notre candidat était bleue, et la chemise de notre candidat était blanche. Donc il y avait la présence de blanc, bleu, blanc, rouge, et le directeur de campagne avait été convoqué à 2h l'après-midi. La clôture des dépôts des affiches, des documents de propagande se faisait à 17h. Donc c'était un moyen de priver nos peuples-là de ces matériaux. Je dis ça, c'est pour montrer qu'il ne faut pas faire confiance aux institutions du pouvoir colonial. Heureusement, de la préfecture, un coup de téléphone a été donné à l'imprimerie qui a pu sortir une dizaine d'affiches en changeant la couleur de la robe rouge pour qu'il n'y ait plus ce prétexte-là, et les documents ont pu être déposés à
à 5h moins 20 minutes avant la clôture. Donc pour montrer qu'il y avait toute l'attitude de manipuler, et je reviens à la Nouvelle-Calédonie, on autorise les bonhommes à faire campagne bleu, blanc, rouge. Mais plus, comme les indépendantistes disent que ce n'est pas une question de drapeau et qu'ils envisagent un accord d'association avec la France sur la devanture du Congrès, du Palais des Congrès, il y avait les deux drapeaux, bleu, blanc, rouge et Kanak. L'État français a fait retirer le drapeau Kanak. Ce qui veut dire qu'il y avait manipulation d'informations. Ici, même en Martinique, vous avez pu voir retransmise une émission sur la campagne électorale en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, et dans laquelle, pendant un temps très long, on interviewe des Wallisiens qui disent il ne faut pas l'indépendance, on va mourir de faim, qu'est-ce que les Wallisiens vont faire si l'indépendance passe, etc. Donc, ce n'était pas un scrutin valable, et tous ces éléments que je donne, c'est pour montrer qu'il ne faut pas faire confiance à un pouvoir colonial pour organiser un référendum d'autodétermination. Ça, la leçon, c'est pour nous que je dis ça. On peut comparer avec Mayotte pour montrer la mauvaise voie, pour dire que même si le oui l'avait emporté, le problème ne serait pas réglé pour autant. Avec Mayotte, il y a eu un référendum d'autodétermination pour l'archipel des Comores qui formait un État. Parce que dans une des îles, le non l'avait emporté, la France a décidé de voler cette île-là. Le droit international ne le reconnaît pas jusqu'à présent. Hein? Tous les gens qui parlent de Biélorussie, de Kosovo, etc., oublient de dire que la communauté internationale ne reconnaît pas la présence de la France à Mayotte. On vous dit, ah oui, mais ça a été transformé en département. Mais oui, mais dans quelles conditions? De même qu'on a fait une loi spéciale pour permettre le bleu, blanc, rouge en Nouvelle-Calédonie, une loi a été votée pour que des gens puissent participer aux élections sans carte d'identité lors du référendum de départementalisation. Et donc vous avez des gens qui étaient payés et qui allaient de bureau en bureau. Il suffisait que deux personnes disent oui, je le connais, qu'ils puissent voter. Et puis évidemment, Mayotte, déjà, c'est la raison pour laquelle il y avait plus de non lors du référendum sur la départementalisation, c'est le concentré des Français, le concentré des fonctionnaires français, de tous ces gens qui vont à la recherche de primes et qui avaient à ce moment-là participé au vote. Donc c'est une escroquerie. L'État français, c'est un État voyou, il faut le dire, en matière de droit international. Donc c'est dans ces conditions que jusqu'à présent, ils sont à Mayotte et qu'ils utilisent la xénophobie pour lutter contre les autres Comoriens qui essaient de venir dans cette île. Donc, on a vu que c'est un scrutin truqué, que les dés étaient pipés dès le départ. Et évidemment, le fait que le non l'emporte n'est pas une fin de l'histoire et n'est pas non plus une garantie de démocratie pour le gouvernement français. Il faut dire d'ailleurs que les caldoches s'étaient déjà préparés depuis la première fois, si le oui l'emportait, pour qu'ils puissent lancer des actions armées pour conserver le territoire, avec la complicité de l'État français. Savez-vous que depuis 5 ans, cher monsieur le préfet là, qui avait renouvelé l'histoire de remettre les armes, expliquez aux Martiniquais pourquoi depuis 5 ans, on a autorisé la vente libre des armes en Nouvelle-Calédonie. Il suffit d'aller demander permis de chasse, et puis quand on a fini, on va dans une armurerie, on repart chargé de munitions et de fusils sans aucun problème. Alors, expliquez pourquoi on renouvelle chaque année déposer les armes, et puis qu'en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, c'est parce qu'ils préparaient les caldoches les plus réactionnaires des actions armées. Donc, on leur donne libre champ. D'ailleurs, on a fait rentrer les forces armées pour assurer la bonne tenue du scrutin de ce référendum. Alors, 300 militaires de plus de ceux qui stationnent déjà, ils sont arrivés. Donc, tout ça pour dire
que dans ce territoire qui est colonisé par la France, il y a des intérêts déterminants, notamment l'exploitation du nickel, et puis des intérêts géostratégiques, la zone maritime qu'on contrôle, la présence dans la zone de l'Océanie, qui sont fondamentaux, ces intérêts-là, pour le colonialisme français qui est en train de perdre des plumes partout. On rappelle que ce qui se passe au Mali, qui sont très inquiets, parce que le nouveau gouvernement malien a eu une rencontre cette semaine encore avec les Chinois pour être accompagnés dans la transformation du Mali. On rappelle que cette semaine encore, en Algérie, ils ont perdu le contrôle de la construction du métro, la gestion du métro d'Alger. La société française qui gérait le métro d'Alger, eh bien, c'est Exit, et c'est une société purement algérienne qui a pris le relais. Donc, ces autorités françaises voient leur zone d'influence se rétrécir, ils s'appuient sur les dernières colonies. Ce sera beaucoup plus dur de rester indéfiniment en Kanaki, mais en particulier également sur notre territoire colonisé martiniquais. Cela pour dire que les gens qui se font des illusions sur la possibilité de libérer notre pays, de développer notre économie en négociant avec l'AFD, en demandant des subventions européennes, en discutant dans les salons à fleur et moucheté avec le pouvoir colonial, sont totalement inconscients, ou alors, ce qui serait plus grave, ce sont des complices du maintien du pouvoir colonial. Donc c'est le premier point que je souhaitais faire, c'était concernant ce fameux référendum dit d'autodétermination en Kanaki. Le deuxième point sur lequel je veux m'arrêter, c'est la question du changement climatique. Nous en avons parlé souvent, mais la gravité de la situation demande que nous revenions sans cesse sur le sujet. Regardez dans les chaînes de télévision les conséquences des inondations, des tempêtes, des crues en Europe, et en France et en Italie notamment, avec morts, des villages entiers qui sont isolés, des immeubles qui s'écrasent, etc. Regardez, ils insistent beaucoup parce que, évidemment, ça les touche et puis qu'il faut appeler à la solidarité, à la générosité. Mais au-delà de cette nécessaire solidarité, il nous faut revenir sur les responsabilités. Qu'est-ce qui explique qu'on ait des inondations, des crues, des difficultés aussi importantes? Ces gens-là disent qu'on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la commune. C'est le mode de développement capitaliste, productiviste, choisi par les autorités des pays capitalistes et qui est imposé, bien entendu, dans les colonies. Les écologistes n'ont cessé d'appeler à la responsabilité. Quand vous bétonnez partout, vous mettez des autoroutes, des lotissements, des grands parkings, vous bloquez les capacités d'absorption des eaux par les terres. Ce qui entraîne les dangers que nous voyons dans les télévisions aujourd'hui. La réponse est claire, il ne faut pas faire ça. Et quand on parle des gens qui imitent, des gens s'applaudissent. Ah, on va étendre le TCSP 3 fois 3 voies jusqu'à rivière Sainte-Anne, autoroute, centre commercial. Ah, c'est le développement, j'ai le choix, etc. C'est votre attitude, c'est le choix que vous faites en matière de développement qui prépare la mort des populations, qui prépare la mort de l'économie, la destruction de l'environnement. Et les gens qui se battent pour qu'un voisin ne traverse pas un bout de terrain, c'est à moi, etc., devraient réfléchir, mais attends, demain, gardez ça qui fait bon rouge. C'est tout quartier qui a glissé. Je ne peux pas être ni caille, etc. Je ne peux pas ni l'argent pour payer l'assurance. Je ne peux pas comme sans graine. Pour qui je ne peux pas songer à soumettre d'autres de développement. Il nous faut comprendre, nous, responsables, parents qui avaient des enfants, qui pensaient à leur avenir, élus
qui pensez réellement aux intérêts de votre peuple, qu'il faut changer de mode de développement. Belle fleur sans odeur, bel appareil, grand immeuble, ça n'a pas qu'à manger. D'autant plus que les difficultés économiques, les licenciements abusifs, le racket des impôts fait que de plus en plus on est dépossédé. Le si peu qu'on arrivait à avoir après des années, des dizaines d'années de sacrifices, il y a saisi. Donc il faut comprendre, derrière ces inondations, que c'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre des dispositions parce que la Martinique est particulièrement fragile, soumise à l'accélération des cyclones, à l'érosion des côtes, à la montée des eaux, au glissement de terrain, au séisme, etc. Je ne serai pas plus long sur ça, je veux passer à la troisième partie qui concerne le Covid. Alors, on a parlé de ça dimanche dernier, mais je veux insister pour qu'on s'enlève des illusions. Le gouvernement prend des mesures. Alors, il y a des micro-trottoirs. Ouais, c'est nécessaire, je ne comprends pas, mais tout le monde respecte pas. Les gens veulent être persuadés, ils veulent se rassurer en disant que le gouvernement veille sur nous. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement se moque totalement de la vie et de la mort des populations. Ce qui l'intéresse, c'est le maintien de son économie capitaliste, la rentabilité de ses laboratoires pharmaceutiques et vraiment la question des mesures. D'ailleurs, nous voyons bien qu'elles sont contradictoires, qu'elles ne tiennent pas compte. J'en ai déjà trop parlé dimanche dernier, je ne reste pas, des conséquences désastreuses sur le moral, les conditions de vie. Je veux porter des explications pour argumenter sur le fait que les gouvernements, en particulier le gouvernement français, se moquent de la santé des gens. Vous avez entendu qu'il y a un appel à des volontaires, médecins, contrats, pour des contrats. 3 mois, 6 mois, peut-être 4 au maximum si on a de la chance dans les zones particulièrement touchées. C'est boucher tout. Mais est-ce qu'il faut rappeler que les infirmières ont manifesté, les médecins ont manifesté, tous les gens du secteur de la santé ont manifesté, pendant que M. Macron vient dire les héros, etc., en 2019, on a enlevé 3400 lits d'hospitalisation. Comment peut-on nous faire croire qu'un gouvernement qui planifie la suppression de 3400 lits d'hospitalisation dans une année pense à sécuriser la santé des populations? Mais ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est pour amener au niveau des échelles. Alors, on nous dit que les dernières estimations de morts liées au coronavirus s'élèvent à 32 000 personnes. 32 000 personnes mortes par le coronavirus. On a expliqué dimanche dernier que la plupart, c'est des gens qui étaient déjà à risque. Mais ramenons 32 000 à la population française. 67 millions de Français. 32 000 sur 67 millions. C'est beaucoup, 32 000 personnes qui meurent. Mais par rapport à 67 millions de personnes. Mais pour bien apprécier les intentions du gouvernement, on va comparer avec le cancer. En 2018, il y avait 382 000 nouveaux cas de cancer. Les cancers, on sait où ça donne, où ça mène. Et il y a eu 157 400 décès par cancer. En 2018, chaque année, c'est pareil. Et le nombre augmente. 32 000. Ils ont empêché nous d'aller où grand-maman nous. Ils ont fait nous payer 135 € d'amende si nous parlions en masque. Il y a 157 400 personnes qui meurent par le cancer. Mais oui, mais le virus, on ne peut pas le contrôler. Le cancer, on peut contrôler beaucoup de causes. Par exemple, les cancers du poumon.
on sait que c'est souvent lié à la cigarette. 20 815 hommes morts de décès de cancer du poumon. 10 176 mortes femmes. On est quoi? On est dans les 32 000, tiens, presque comme pour le corona. Par le cancer du poumon seulement, je ne parle pas des autres. Dans les autres cancers, puisqu'on a parlé de 157 400, beaucoup sont liés à l'alimentation qu'on nous donne, au rejet de dioxine. Or, cela, ce n'est pas comme le coronavirus. On peut le contrôler. Les gouvernements ne mènent pas de lutte sérieuse pour la baisse du taux de dioxine. C'est le gouvernement qui vend les cigarettes qui donne le cancer. Alors, c'est bien joli de mettre une tête de mort sur un paquet de cigarettes. Mais vous imaginez, on me donne 135 € parce que d'amende parce que mon masque est baissé, je ne l'ai pas bien mis, je l'ai oublié ou bien je n'ai pas voulu le mettre. Et puis le monsieur qui est responsable de 157 000 qui vend les cigarettes, on ne lui donne pas 10 € d'amende par vente de cigarettes. C'est eux qui tuent les gens par cancer. La CETA, ça dépend de l'État français. Les gens qui vendent des produits dans les supermarchés, et puis vous lisez 140, etc. Enfin, il y a une série de codes. Il y a des codes qui indiquent, qui parlent de produits ou d'éléments qui sont cancérogènes. Pourquoi on ne donne pas des amendes aux supermarchés qui vendent des produits qui donnent le cancer et quand on a 157 400? Donc, ce que je veux dire avec cette argumentation-là, c'est que le vrai souci du gouvernement, ce n'est pas de réduire le nombre de morts, c'est faire semblant de répondre à la crise, satisfaire les lobbies de la pharmacie et profiter surtout, c'est ce qu'on disait l'autre fois, pour fasciser la société. Le Covid-19 à Bordeaux. Aujourd'hui, le gouvernement français me dit, je ne suis pas assez responsable, combien de personnes je dois recevoir chez moi? Non, on sait que ce n'est pas la réponse. D'ailleurs, ils sont bien embarrassés d'expliquer pourquoi en Afrique, on aide dans des quartiers qui sont densément peuplés, où il n'y a pas de distanciation sociale, la situation est moins grave qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc, quand je parle de cela, ce n'est pas pour dire qu'il nous faut négliger les consignes de prévention. Mais c'est de notre intelligence qu'il s'agit. C'est à nous, individus libres et formés, de savoir à quelle distance je peux me tenir à tel moment, à quel moment mettre mon masque, à quel moment me laver les mains, etc. Je n'ai pas à donner 135 € d'amende, d'autant plus que toutes ces amendes-là ne sont pas reversées aux infirmières qui sont en première ligne. Ça va dans le budget de l'État. Donc, ça, c'était les 3 premiers points que je voulais développer. Et j'irai plus rapidement avec un certain nombre d'informations que je veux signaler, même si nous n'avons pas vraiment le temps de tout développer. C'est le fascisme en Europe. Combien d'entre vous ont su que le président de la région Catalogne a été condamné à l'inéligibilité, destitué, donc il ne peut pas. Ceux qui étaient avant lui sont en prison, ou bien en fuite. Pourquoi? Parce qu'il avait mis un symbole catalan sur le siège du gouvernement de la Généralitat, le gouvernement catalan. Un président élu en Catalogne est destitué, condamné à inéligibilité, parce qu'il n'a pas obéi à un tribunal qui lui dit « Enlevez-moi ce panneau que je ne saurais pas ». On est dans une monarchie, on est dans une dictature de fait. Je vais sur Macron, c'est vraiment bref, je l'ai évoqué dimanche dernier. Les médias préparent la réélection de Macron
en le présentant comme le faiseur de la paix et de l'unité au niveau international. C'est une escroquerie mentale. Les journalistes hyper payés qui se complaisent à répéter, ce sont des mercenaires de l'information. Macron n'a aucun poids dans la situation internationale. Quand il dit « je veux que la Biélorussie, ceci, cela », « oh le Liban, j'ai honte pour les gouvernements », ceci, c'est de la fanfaronnade. Ça n'a aucun impact sur la réalité. Et il se moque totalement des conflits qu'il puisse y avoir. Il est là pour que ces journalistes disent « ah, Macron se fait entendre, hein. Il est plus offensif que... il a tensé un tel, il est plus offensif que Trump, etc. » Mais c'est du bidon. C'est du bidon pour essayer de faire oublier son incapacité de régler les situations. Alors, mais quand même, il s'intéresse, le Macron, à la situation. Le monsieur laisse des négociations européennes avant la discussion et la signature de l'accord final. Il demande à Mme Angela Merkel de développer les positions de la France et il rentre chez lui. Pourquoi? Pour faire un discours fondateur sur l'islam, le séparatisme. Il revient parce qu'il sait que ses affaires sont assurées au niveau international. Il revient pour prendre de l'électorat sur l'extrême droite, sur le candidat du Rassemblement national. C'est quoi cette histoire de cibler le séparatisme des musulmans? Il n'y a pas de chrétiens intégristes. Il n'y a pas de chrétiens intégristes. Il n'y a pas de sionistes juifs intégristes en France. Mais on parle de l'islam. Ça fait partie de la diabolisation de l'islam, de ce qu'on appelle l'islamophobie de plus en plus, qui a pour but de désigner des boucs émissaires au peuple français pour les détourner des responsables des situations qu'ils vivent. Je ne vais pas rester longtemps sur Macron le fanfaron, sauf à dire que, comprenons-nous bien, Macron c'est quelqu'un de très intelligent, de très puissant. Mais son rôle n'est pas de défendre la France ou les travailleurs français, au moins. Son rôle, c'est de représenter les multinationales. Il se moque totalement des frontières, des intérêts. C'est les multinationales qui l'ont placé là, et c'est ces intérêts-là qu'il défend. Donc, il sait ce qu'il fait. Fermons la parenthèse. Je veux aller en Afrique pour signaler quand même une chose très intéressante qui s'est faite. C'est la signature d'un accord avec le gouvernement intérimaire du Soudan et la plupart des groupes qui menaient des rébellions. Et les accords portent sur des choses fondamentales, les réparations, la redistribution des terres, réparation des dommages subis par des victimes, partage du pouvoir, etc. Cela a été possible parce qu'il y a eu des mouvements populaires très puissants qui ont chassé le président en place jusqu'à l'époque et qui ont su imposer une démocratisation de la société. Voilà, donc la conséquence, c'est qu'on essaie effectivement de sortir des 17 années de guerre qui ont ensanglanté ce pays. Je passe tout de suite en Asie, la région Asie. Alors, je ne vais prendre qu'un fait. Une petite fille de 12 ans ensevelie sous des ordures. Et puis on la cherche, on ne retrouve pas le corps parce qu'il y a un effondrement des ordures. Quelle place l'information internationale française a donné à cet incident? C'est une petite fille qui est morte. Si je demande dans la rue aujourd'hui, on fait un micro-trottoir, citez le nom de 3 enfants qui ont été tués dans des conditions atroces. On va vous parler du petit Grégory qui a été assassiné il y a des dizaines d'années. On va vous parler de la petite Estelle de Madi. Parce qu'on a suivi ce roman feuilleton.
Quelle est la caractéristique de ces 3 enfants? Ils vivent en Occident. Alors, évidemment, nous sommes bouleversés par ces drames. Nous pensons que les malades mentaux qui les ont commis doivent être sévèrement punis. Mais ce qui est fait, c'est qu'on attire notre attention sur le roman feuilleton de l'Occident. Et puis on oublie qu'il y a des millions d'enfants qui travaillent dans des décharges pour essayer de trouver de quoi manger, qui meurent. Des millions d'enfants qui sont enfants esclaves. La jolie France républicaine qui exploite le cacao en Côte d'Ivoire où elle a placé son pantin Ouattara. Dans ces entreprises-là, les enfants ivoiriens ne vont pas à l'école, ils travaillent comme des esclaves pour récolter le cacao que nous mélangeons dans notre petit déjeuner pour le compte d'entreprises françaises. Ces enfants-là qui meurent, vous voulez que je rappelle le chiffre? 40 000 enfants meurent chaque jour. 40 000 enfants meurent chaque jour. Cette petite fille dont nous ne connaîtrons jamais le nom, dont on n'interrogera jamais les parents, fait partie de ces enfants qui sont tués par le système, qui sont tués parce que les États occidentaux soutiennent des dictatures aux Philippines, etc. Ils savent que ça se passe. Les enfants qui fabriquent les Nike, les Adidas, les ceci, dans les ateliers en Inde, au Pakistan, qui meurent, qui ne peuvent pas être soignés, qui ne peuvent pas aller à l'école, eh bien, c'est pour le compte d'entreprises occidentales qu'ils travaillent. Et je vous dis franchement que quand j'ai lu l'information concernant la petite fillette morte sous des déchets, m'est venue cette comparaison avec les phénomènes qui sont aussi tragiques, des petits enfants qui meurent en Europe, tués par des malades mentaux, et des millions de personnes, des milliers de personnes, d'enfants qui meurent, tués par les sociétés et le système capitaliste. Je vais aller, pour terminer, sur le continent américain. C'est pour dire que la question des réparations s'impose. Quand je pense que c'est en Martinique que les pionniers ont posé ce problème-là, presque en même temps avec les mouvements qui se faisaient en Afrique, on a parlé de la configuration urbaine, etc. Notre pays, là aussi, a été pionnier. Je salue Garcin Malsa. Il est l'un des premiers, de même sur les questions écologiques dont on a parlé tout à l'heure. Puis des gens se permettaient de l'insulter. Des ennemis politiques se permettent d'aller dénoncer la réparation parce qu'ils sont opposés à Malsa. Vous suivez mon regard. Je dis on a beaucoup marché. Imaginez qu'aux États-Unis, le gouverneur de Californie, il s'appelle Gavin Newsom, a autorisé son État à charger un groupe de travail d'élaborer des propositions de loi visant à dédommager les descendants d'esclaves et aux États-Unis. C'est la première fois aux États-Unis qu'on va si loin. Les descendants d'esclaves. Ce combat-là est mené ici. Si aux États-Unis ce pas-là a été fait, notre mobilisation doit pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais terminer avec un document que je veux vous présenter. Dimanche dernier, j'avais commencé en montrant le document un document qui, rappelez-moi, la science, de la banque qui imposait l'espionnage de ses clients en s'appuyant sur une loi. Ben aujourd'hui, je vais commencer avec un avis d'imposition. Un avis d'imposition sur la taxe foncière reçu par un retraité avant-hier. Ce retraité a acheté un terrain
il y a une quarantaine d'années. Et la première fois, il a payé l'équivalent de 80 € de taxes foncières. Aujourd'hui, la taxe foncière s'élève à 1304 €. 1304 € de taxes foncières. Alors, pourquoi ce mot? C'est qu'au fur et à mesure, quand il y a d'autres maisons qui s'installent, quand il y a un commerce plus loin, un supermarché auprès du bourg, le terrain prend de la valeur et votre revenu ne monte pas, il descend. Que vous soyez licencié, que vous soyez retraité, quel que soit votre statut, que vous tombez malade du chlordécone français, et puis que vous ne pouvez plus avoir de revenus, votre argent passe à vous soigner, chaque année, votre terrain monte en valeur et vous devez payer, au bout du compte, 1304 €. On en parle sur une retraite, sur une pension de retraite. On ne parle pas des retenues qui sont déjà faites sur la pension, qui s'élèvent à pratiquement 20% du montant quand on cumule CSG et autres participations, etc. On ne parle même pas de ça. On ne parle pas des charges obligées qui sont la lumière, l'eau, le téléphone et maintenant l'ordinateur, parce que vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas par Internet. Et qui dit ordinateur dit abonnement près d'une une agence de bandits de la télécommunication. Payé. Et si vous ne payez pas, on vous saisit. Si vous traînez à 10%, mais au bout du compte, on va vous saisir. Est-ce que ce régime-là est juste? Est-ce qu'on peut accepter de vivre comme ça? Monsieur Macron, dans ses discours, dit qu'il baisse les impôts. Quel impôt a-t-il baissé? Il a annoncé la suppression de la taxe d'habitation. Or, la taxe d'habitation fait vivre les communes, les municipalités. Ça veut dire que quand on prive votre municipalité de la taxe d'habitation, le gouvernement dit oui, je vais donner une compensation. Ce n'est jamais au même niveau. C'est l'école de vos enfants qui ne peut pas être entretenue. Et après, l'État va poursuivre le maire parce qu'il y a des rats dans la commune, dans l'école. Le maire ne peut pas arranger, il n'a pas d'argent pour arranger votre chemin. Et puis, il va envoyer quelqu'un contre le maire aux élections pour dire, mais c'est pas arrangé, chimé, hein. Et puis, ce sera un de ces sbires. Ça veut dire que Macron et son gouvernement privent les communes de leur financement. Et puis, l'essentiel de cet argent-là, qui va à l'État, il augmente massivement. Mais pourquoi fait-il ça pour les municipalités? Il faut le rappeler ici. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il est au service des multinationales. En écrasant les communes, en mettant les communes, les collectivités dans l'incapacité de réparer les routes, de faire fonctionner la vie des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Le privé va venir proposer des services de sécurité, de sanitaire à la place des services publics. Il va vous proposer enfin bref, tout ce que les communes faisaient et ne pourront plus faire. Vous aurez des entreprises qui vont venir, privées qui vont venir. Mais ce ne seront pas des petits artisans, des petits entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas à payer l'impôt. Ils n'ont pas ni les conditions pour participer au marché, pour soumissionner. Ils n'ont pas moins 10 ans, mieux 10 ans. Donc, ce seront des filiales d'entreprises multinationales qui vont s'installer partout dans les communes. Macron travaille pour les multinationales, ni pour la France, ni pour les communes, ni pour
conseils généraux territoriaux, il travaille pour les multinationales. C'est pour ça qu'il va vous appâter. Ah, Macron gentil, il tire taxe d'habitation. Vous vous empoisonnez vous-même en avalisant sa politique qui vous tue. Alors, quand on voit ça, on n'a pas de recours individuel. On vous saisit, etc. Les divisions sont entretenues. Quand j'ai posé la question, est-ce qu'on accepte ça? C'est pour dire tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous pour que ces voyous-là n'escroquent pas la population et ne nous jettent pas dans les difficultés, dans la paupérisation? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, autre question, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, nous pouvons mettre un milieu dans cette affaire-là. Oui, nous pouvons changer la situation. Quelles conditions? Premièrement, on nous arrête de diviser comme nous. On nous respecte comme nous. On nous voit qui manière nous peut travailler ensemble. On nous voit qui manière nous peut contourner le gouvernement pour ne pas aller enrichir supermarché, mais pour que nous ayons des circuits économiques de quartier. Il y en a l'autre quand il y a l'autre. On aura plus d'intérêt. Et puis surtout, comment nous organiser pour nous descendre en masse. Il y a des gens qui sont découragés par les manifestations. Manifestation, on a appelé comme ça en partie. Non. Mais une manifestation préparée par le peuple dans les quartiers, organisée pour dire, bon, nous revendications nous. Nous allons descendre dans les questions de pouvoir. Et puis c'est 10 000 personnes. C'est 20 000 pour 2009, mais ils n'étaient pas organisés. Ils n'avaient pas de programme de revendication consensuelle. Mais Kouta là, nous allons descendre à 20 000 et puis nous avons une revendication. Monsieur, pour là, nous parlons comme ça. Et puis le soutien des élus conséquents qui accepteraient de dire loi programme, réparation, voilà ce qu'il faut faire. C'est dans nos possibilités, tout cela dépend de nous. Merci de votre attention et dans un moment, on va écouter Thierry pour les informations nationales et puis nous aurons la partie interactive à laquelle vous pouvez participer en appelant au 0596 03 14 03. Merci de votre attention et je profite pour remercier les centaines et des centaines de personnes qui se rapportent sur les vidéos sur la page Facebook de J. Kambout dès sa mise en ligne. Merci.